J'espère que vous avez pris des forces là pour cet après-midi. Je vois qu'on n'en a pas trop perdu en route, donc c'est toujours bon signe. Essayez, alors c'est toujours une période un petit peu difficile, à début d'après-midi. Essayez d'illustrer au maximum avec des exemples, faire le lien par rapport à ce qui a été présenté ce matin, notamment par Bertrand. Je vais évoquer sur la partie, c'est bien de faire un bilan, mais ce qui est surtout bien, c'est qu'est-ce qu'on met en place derrière pour réduire ces émissions. Donc on a identifié un certain nombre de freins sur le passage à l'action. Donc là, on y est, on va partir du principe que ces freins sont levés. On passe à l'action. Pour passer à l'action, on va regarder un peu quelles sont les étapes pour construire son plan d'action. Donc la première étape, c'est quels sont les objectifs que je me fixe. Là, on va recenser plusieurs types d'objectifs. Dans un premier temps, c'est des objectifs de prévention, un petit peu comme le déchet, le déchet mieux. Objectif de prévention, c'est-à-dire que un peu comme le déchet le plus facile à recycler, ça prend rien, c'est celui qu'on ne produit pas. Les objectifs de prévention, c'est un peu la même chose, c'est les émissions qu'on ne génère pas. Comment je peux me développer, à périmètre constant, je peux continuer mon activité en étant préventif. Deuxième type d'objectif, c'est tout ce qui est, on va travailler sur les impacts directs liés à l'activité. Les objectifs d'optimisation. Comment je peux faire moins, étant plus sobre, moins de gaspillage, un peu plus de sobriété dans les actions. On travaillera aussi sur le changement de comportement. Avec des exemples après. Troisième type d'objectif, c'est deux objectifs, on part du principe qu'on a fait la sobriété, des objectifs dits de résilience, c'est-à-dire qu'on va être plus efficace. Là, on va surtout travailler aussi sur les émissions dites indirectes, donc tout ce qui concourt à l'activité. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de faire mieux et d'être surtout beaucoup plus efficace. Et le dernier levier, on profite pour faire le lien avec ce qui était évoqué lors de la troisième révolution industrielle, la présentation de l'ATRI par Claude Langlais tout à l'heure. Il avait insisté sur le côté innovation. Donc voilà, on peut avoir des objectifs sur travailler sur les opportunités, comment je peux faire autrement, comment je peux être innovant. On a vu qu'il y avait plein d'exemples de projets région. Deuxième étape, construction de mon plan d'action. Une fois qu'on a vu sur quel type d'objectif on peut travailler sur le type de réduction, par des réductions réelles. Je consomme moins d'énergie, j'ai moins de déplacements, donc je vais réduire mon bilan, mettre constant. On a des réductions marginales. Marginal, c'est un petit peu plus difficile à évaluer et à quantifier. Plutôt les réductions qui viennent à la suite, par exemple, de mise en place de démarches de certification, sensibilisation des collaborateurs. Ça, c'est toujours quelque chose, mais nous, dans nos plans d'action, mais quelque chose d'un petit peu difficile à évaluer, pour le coup, qu'il ne faut pas négliger. Réduction marginale. Les émissions évitées, c'est, par exemple, l'utilisation de matériaux recyclés. On va pomper dans le ressources pour réutiliser prendre de la matière. Donc on évite le nombre d'émissions parce qu'on recycle des matériaux. Puis le dernier élément, on pourrait effectivement discuter, c'est une fois qu'on a fait tout ce type de réduction-là, on peut éventuellement compenser. Alors, sur la caractérisation des actions, donc troisième étape, on a vu objectif, vraiment, type de réduction. Deuxièmement, quel type d'action je vais choisir et mettre en place. Je vous propose 3 clés de lecture. Première clé de lecture, c'est fonction de l'investissement et de la mise en œuvre. On l'a évoqué tout à l'heure, il peut y avoir des actions des fois un peu symboliques, donc quick win ou action immédiate. Il n'y a pas beaucoup de mise en œuvre, c'est pas compliqué. Les réductions ne sont pas forcément spectaculaires. On va travailler sur les réductions de papier pour les photocopieuses, le noir et blanc par rapport à la couleur, etc. Investissement, souvent voisin de zéro. S'ils la mettent en œuvre, ils réservent que le projet soit bien vendu. Et l'impact n'est pas forcément spectaculaire. L'autre bout de l'échelle, on va voir mise en œuvre un petit peu plus et on va avoir des opérations plutôt stratégiques. Je revois l'éco-conception de mon produit, je mets des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'entreprise ou de l'organisation, donc investissement beaucoup plus lourd, mais par contre en corrélation
des réductions un peu plus spectaculaires. Un premier niveau, une première clé de lecture, investissement, difficulté de mise en œuvre. Deuxième clé de lecture, je viens sur les objectifs qu'on a évoqués en préambule, c'était les actions, je fais moins, c'est un premier temps, donc gaspillage, je suis plus sobre, je fais mieux, c'est d'être plus efficace, et surtout, franchis le pas pour faire autrement en étant un peu novateur. Quelques exemples pour fixer les esprits. Alors sur la sobriété, donc on peut agir sur le comportement. On verra sur la troisième clé de lecture, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Typiquement, je mets une journée de télétravail dans l'entreprise. Par salarié, je vais réduire de 20% les émissions d'homicide-travail. Je sensibilise mes collaborateurs aux éco-gestes, je peux envisager de grignoter quelques pourcents sur mon bilan général. Évidemment, on peut agir aussi sur le processus de production, de présence, moteur à variation de vitesse, etc. Vous avez un certain nombre d'exemples, limitation des déplacements. Quitter la mise au rebut, donc travailler, surtout si l'entreprise est dans une démarche 9000, travailler sur le taux de rebut. On verra que ça peut faire le lien avec l'économie circulaire. C'est la première typologie sur cette clé de lecture-là, c'est faire moins. Deuxième exemple, c'est faire mieux. On a déjà réduit une partie des marges et qu'on fait mieux. Donc là, on va travailler plutôt sur les émissions dites indirectes, travailler sur le flux amont, le flux aval. Le flux amont, ça va être notamment avec les fournisseurs. Craindre des fournisseurs à faire ce type de démarche. On peut leur demander de mettre en place aussi des démarches de ce type-là. Juste travailler avec des produits recyclés. Donc un exemple pris, je mets sur une entreprise qu'on a accompagnée, 1% d'acier recyclé, c'est 250 tonnes d'équivalent CO2 de gagner. Donc c'est pas rien, même des fois des petits pourcents. Pour quelques leviers, ça vaut le coup. C'est efficace en privilégiant les fournisseurs locaux, donc on va gagner sur les déplacements, sur le fret, etc., etc. Action sur le flux aval. Des distributions, mode de distribution par rapport aux clients. Quand le fret est organisé, est-ce qu'on peut pas être un peu plus optimal sur le remplissage des véhicules? Et en troisième ordre, souvent ce type de démarche s'inscrit dans des démarches type RSE ou type développement durable. Et donc on a le pilier économique, le pilier environnemental, le pilier social, voire sociétal. Là aussi, il y a des marges de manœuvre sur des certifications, on agit sur les accidents du travail les meilleurs en sécurité, on va avoir un taux d'AT qui va chuter, donc on va avoir des gains, non seulement en émissions, mais aussi des gains par rapport à cette problématique-là. Troisième axe sur cette clé de lecture, c'est la notion de je suis innovant. Donc c'est faire autrement, c'est se reposer les bonnes questions. Je ne peux pas travailler sur mon procédé, mon produit et avoir des innovations carbone, produits où il y a moins d'impact. Et donc, parallèlement à ça, bien évidemment, c'est là qu'on va retrouver les démarches d'éco-conception. Éco-conception, on va intégrer les critères environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. On va regarder quels sont les impacts de ces critères sur les différentes phases que vous avez ici sur le schéma. Donc, c'est regarder le produit dans son ensemble. Généralement, ce genre de démarche se fait aussi, c'est des plans d'action qui sont co-construits. C'est-à-dire que c'est pas l'affaire des designers ou des commerciaux. On met tout le monde autour de la table. Cet exemple aussi pris sur le réel, 0,2 grammes sur une canette, vous voyez les canettes métalliques, 0,2 grammes de réduction, c'est 900 tonnes équivalent CO2. C'est pas une grosse production, à 2 milliards de unités. Pour vous dire qu'un chouïa, c'est une démarche d'éco-conception, peut répercuter non seulement des gains économiques, mais des gains en tonnes d'équivalent CO2. Si on pousse un petit peu plus loin la notion innovation, c'est-à-dire être encore plus innovant, poser des questions sur le changement de modèle économique. Et donc, de se poser la question, est-ce que je ne dois pas essayer de privilégier le service rendu par mon produit, tout ce qui tourne autour, d'avoir une solution intégrée, ou de contribuer à l'achat du produit. Donc là, ça oblige l'entreprise mais sur quand j'apporte une nouvelle valeur au client, mon modèle économique n'est pas à bout de souffle, on en dit ce midi pour du déjeuner, notre modèle économique c'est une économie linéaire, j'achète, je produis, je fabrique, je transforme,
se jette pratiquement à bout de soupe. Donc, il faut se poser les bonnes questions, notamment de voir comment je peux innover à ce niveau-là. Et donc, on va retrouver les démarches d'économie circulaire. Circulaire, pour faire rapide, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins le principe, mais c'est bien de le rappeler. On va retrouver la démarche d'éco-conception, la notion de recyclage, de réutilisation, de réemploi, de régénération des huiles, etc. On va trouver en parallèle l'économie de la fonctionnalité, où on va se poser les questions liées à l'usage, le service que peut rendre le produit plutôt que sa possession. Troisième clé de lecture, donc on avait une première clé de lecture, investissement, temps de mise en œuvre. Après, on a une deuxième clé de lecture, c'est sobriété, efficacité et innovation. Deuxième clé de lecture, ça va être des actions qu'on va classer sous l'angle action physique, organisationnelle, comportementale ou réglementaire. Donc là, je fais le lien qui était présenté ce matin par Laurence Gouttière de l'ADEME. J'ai cité le guide pour les plans d'action de réduction. Donc, il faut savoir que c'est un guide qui est à l'état de projet aujourd'hui, téléchargeable, je crois, pour l'instant. Donc, il n'est plus à l'état de projet. Et, pour reboucler sur cette troisième clé de lecture, donc j'ai repris effectivement la typologie qui était présentée. Donc là, on est plus des notions de sobriété, nécessité d'innovation, mais on va les retrouver au travers d'une autre approche. On a des actions physiques qui vont généralement nécessiter des investissements et qui vont modifier les équipements, le système. Par exemple, des actions sur le choix technologique, changer une chaudière fuel, peut-être une chaudière au gaz, on va mettre un moteur à variation de vitesse, travailler sur l'infrastructure. Est-ce qu'il n'est pas pertinent de mettre une plateforme multimodale à tel endroit, c'est vrai par exemple pour une collectivité. On va bien évidemment travailler aussi sur le procédé, sur le process, changeant des consignes, modifiant la quantité de matière, etc. Ça, c'est une première typologie d'action. Une deuxième typologie qui sont les actions de type organisationnel. Organisationnel, on va retravailler sur l'organisation de l'entreprise. Ça avait été évoqué aussi ce matin par Bertrand Tullier sur le passage à l'action, revoir l'organisation, une approche transversale des problématiques. Et donc, on va retrouver la politique d'achat responsable, d'achat durable. Ça peut être, j'ai un contrat avec mon fournisseur, mon prestataire, et je lui impose, comme moi je suis sur une démarche de réduction de mes émissions de GES, de faire la même chose, ou au moins de me donner des éléments pour montrer mon cours sur mes émissions en direct. D'avoir des démarches de recherche et développement, et notamment toute la partie éco-conception, j'en ai parlé. Et on peut redéployer sur l'organisation de l'entreprise comment je développe mon activité, comment je change mon offre, je privilégie pas une proximité avec des transports mode coût, offre de protection conçue, les logements à énergie positive, etc. Retrouver la notion d'innovation qui avait été évoquée précédemment. En dernier axe, cette typologie d'action, c'est les actions de type comportemental. C'est là où on retrouve souvent les émissions marginales. On a un petit peu plus de mal à les quantifier, notamment tout ce qui est sensibilisation et information des collaborateurs, des salariés, etc. Donc, ça peut être les éco-gestes, les campagnes de bonnes pratiques. On peut avoir des engagements ou des accords volontaires. On prenait l'exemple aussi au déjeuner. L'entreprise qui avait voulu que tous ses sous-traitants fassent leur bilan d'émissions avec un plan d'action de réduction qui soit pertinent et crédible. Bien évidemment, sur les actions de comportement, c'est jouer en plus de la sensibilisation sur la formation de l'éco-conduite du personnel, soit pour limiter l'impact des déplacements domiciliaires, des déplacements professionnels, formation de chauffeurs, les transports routiers, etc., etc. Le dernier découpage sur ce type d'action, on en a parlé ce matin, je vais passer rapidement, notamment toute la partie réglementaire qui contraint aussi l'entreprise à faire des choses, par exemple sur par rapport à l'article 75, aussi avoir des systèmes incitatifs de fiscalité, Magali en parlera tout à l'heure sur les modes de financement, c'est-à-dire d'associer la tonne de carbone économisé, un coût généré avec les économies réalisées,
générer de nouveaux projets. Incitation financière, pareil, on va l'évoquer aussi, par exemple les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui permettent, suivant un certain nombre de pratiques et de mise en œuvre, de récupérer seulement des réductions des émissions de GES, mais aussi quelques euros. Pour la troisième découpage, donc il y a plusieurs clés de lecture, donc c'est pas, faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais c'est pour montrer que le catalogue d'actions disponibles est très vaste, il est loin d'être exhaustif, ce serait prétentieux, pour vous dire voilà qu'il y a un certain nombre de façons de prendre les choses. Ce slide pour parler de la problématique de l'adaptation, qui est aussi un axe important des plans d'action qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de saisir ce volet adaptation comme des opportunités ou des contraintes. Mais il y a un certain nombre de sujets qui sont à évoquer concernant cette vulnérabilité, notamment par exemple vis-à-vis de l'externe avec l'exposition au coût des énergies fossiles ou l'augmentation du contexte, je dirais, environnemental qui peut entourer l'organisation ou l'entreprise, la fragiliser, également lui permettre de saisir de nouvelles opportunités économiques, de nouvelles compétences à développer. Donc on vous a mis un certain nombre d'exemples également, avec, je pense notamment, où on se retrouve en situation de vulnérabilité par rapport à un approvisionnement en eau sur certaines entreprises qui peuvent être citées dans certains bassins versants. Ça peut être des problématiques aussi liées à des déménagements de structures, des choses comme ça peut aller assez loin. Sur tous ces sujets-là, il faut clairement anticiper ces problématiques. Il faut les identifier dans votre plan d'action pour les saisir vraiment en termes d'opportunités. On a aussi ce volet adaptation qui peut se décliner en interne, avec des problématiques liées au confort de travail, au coût social associé à ce type de risque. Je dirais par exemple l'élévation de la température ou autre. Et la situation, on l'a vu aussi, physique de l'entreprise. Donc sa relation avec les parties prenantes, ça peut fragiliser l'entreprise au regard aussi de l'ensemble des parties prenantes qui peuvent parfois compliquer la relation. On a des expositions régulières à certains phénomènes. Voilà, sur ces sujets-là, surtout, on voulait passer comme message, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte le volet adaptation dans son plan d'action. On va poursuivre sur le financement du plan d'action. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources possibles de financement de vos actions. Donc on a effectivement un certain nombre de sujets à évoquer avec vous aujourd'hui. Donc les subventions et l'accompagnement public, les certificats d'économie d'énergie, on va refaire rapidement un point dessus. Se tourner vers les banques et investisseurs, les contrats de performance énergétique, tiers financement, le retour sur investissement, le financement en taxe carbone interne, les nouveaux dispositifs liés notamment à la transition énergétique et la loi pour la croissance verte, le financement participatif qui a été évoqué en partie ce matin, partie de l'anglais dans le cadre des dispositifs deuxième révolution industrielle. Si on regarde un petit peu les subventions et accompagnement public, on a l'ADEME bien sûr, qui intervient sur un certain nombre d'études, de projets exemplaires de territoire, d'investissement d'avenir, soutien des programmes de recherche et à l'innovation, aussi un accompagnateur technique en termes de formation et d'ingénierie. C'est que les appels à projets sont différenciés aujourd'hui selon les régions, donc le mieux est de contacter votre direction régionale. Et apparemment, le système d'aide ADEME va être modifié en 2015. On a des aides à la décision qui pourraient être réservées aux PME, notamment le volet diagnostic et de faisabilité. Donc je ne sais pas si Laurence a des éléments précis là-dessus, mais bon, c'est évoqué après dans les questions-réponses. Conseils régionaux, selon les régions, un certain nombre de dispositifs existent pour financer la transition énergétique et toutes les actions liées au plan de réduction de gaz à effet de serre. De la même manière, le mieux effectivement est de contacter le conseil régional, la personne en charge de ces sujets au sein de l'instance publique. D'ores et déjà, au travers des plans des contrats de plan État-région,
il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre par les régions, et donc l'année 2014 est vraiment une année de transition où ces dispositifs sont en train d'être revus et seront de nouveau stabilisés à partir de 2015. Un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt qui vont être lancés, qui le sont déjà aussi, comme par exemple le plan 100 000 logements pour la région Nord-Pas-de-Calais. L'aide au solaire thermique qui existe également en région. Des concours d'éco-conception, notamment au travers de la plateforme Avenir, basée donc à Los Angeles. Et puis, je crois que la région Nord-Pas-de-Calais a lancé un fonds régional d'investissement au climat qui s'appelle le FORIC, donc qui peut effectivement aider un certain nombre d'investissements dans ce domaine. Généralement, donc les aides de région sont couplées à l'échelon européen avec les aides européennes, donc dans le cadre du FEDER. Les conseils généraux ont effectivement aussi un rôle à jouer dans le financement des actions des différentes organisations. Ils vont intervenir plus sur des politiques d'aide en direction des publics sensibles, et notamment la lutte contre la précarité énergétique ou les contrats de territoire qu'ils vont signer avec les collectivités. Par ailleurs, d'autres aides infra-régionales existent sur les territoires de projet. Il ne faut pas l'oublier, notamment je pense aux entreprises, PME. Les collectivités, au travers de leur plan climat, mettent en œuvre et ouvrent des fonds en complément, soit en ligne de crédit direct, soit en partenariat, en soutien avec d'autres structures, dans le cadre des plans climat. Donc, il y a par exemple des fonds de concours intercommunaux qui peuvent intégrer des projets assez qualitatifs pour les communes, à destination des communes sur les énergies renouvelables ou les soutiens au diagnostic énergie. Par exemple, je pense à la CCI qui fait ça vers les PME avec Virage Énergie. Dans le cadre des plans climat, toujours, on a les soutiens dans les démarches plan de déplacement d'entreprise. On va en reparler tout à l'heure avec la CAC, la table ronde. Le développement des ENR. Il ne faut pas hésiter, quand on est sur un territoire de projet, d'avoir une lecture du plan climat et regarder si on ne peut pas aller chercher des financements à travers de ces dynamiques territoriales. Par ailleurs, certains clubs d'entreprise sont regroupés de manière à aller chercher des aides et des subventions également, que ce soit à l'échelon régional ou européen. C'est intéressant aussi d'adhérer des clubs d'entreprise pour pouvoir générer fonds de manière plus collégiale. Donc là, on va parler un petit peu des certificats d'économie d'énergie, donc je te laisse la parole à Gérard. Alors, dans les autres dispositifs de financement, il y a ce qu'on appelle les C2E. Alors, je pense que les uns les autres, vous devez être plus ou moins familiers avec ce type de dispositif, ou peut-être pas. Je rappelle rapidement, c'est-à-dire qu'on oblige, il y a des dispositions qui obligent à certains acteurs obligés, entre guillemets, à faire des économies à leurs clients. Donc, pour faire des économies à leurs clients, ils ont un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, de changement de matériel. C'est mise en place soit de nouveaux matériels, soit de changements, soit lieu des certificats d'économie d'énergie qu'on traduit en Water QMAC. Water QMAC, ça veut dire que le QMAC, c'est cumulé sur la durée de vie de l'appareil ou de l'équipement. Actualisé parce que, comme on va le voir, les périodes réglementaires sur les C2E sont de 3 ans. On liste ça sur la durée. On a donc des comptabilisations en kilowattheure QMAC. Il faut savoir, donc là, je vous invite à aller sur le site du ministère du développement durable, catalogue de 250 fiches, suivant les secteurs d'activité, industrie, agriculture, les transports, et qui explique quelles sont les actions, les changements de matériel ou de technologie qui donnent droit à ces C2E que vous pouvez après remettre sur le marché d'échange de ces certificats, les transformer kilo-euros. C'est un dispositif qui marche bien et que donc la réglementation se durcit un petit peu, mais on a trouvé pertinent d'en reparler parce que moi j'ai assisté il y a
conférence, notamment sur la partie transport, il y a certaines entreprises de transport qui ne connaissaient pas l'existence du dispositif. Et typiquement, ils avaient changé de véhicule 2 ans avant, et donc il était trop tard, ils auraient pu bénéficier de petits crédits justement sur l'achat du véhicule. Là, on est sur la 3e période d'obligation CC2E qui va démarrer au 1er janvier 2015, 3 ans jusqu'à fin 2017. Objectif ambitieux, sur les 3 ans, 660 TWh CUMAC par an. Sur la 2e période, juste pour avoir un niveau de chiffre, on est à 345. Sur la 3e période qui va s'enclencher, l'objectif est de doubler les certificats d'économie d'énergie. Il y a des choses à faire et il y a des financements effectivement à aller chercher. Je vous invite aussi à aller voir le pôle national, le site du ministère et éventuellement les gens de l'AD2E. Après les C2E, les P2E, alors vous allez dire on s'y perd dans les sigles, mais on essaye d'être le plus pédagogique possible. Là, c'est au niveau des banques, des prêts éco-énergie, vous aider à vous mettre au vert, entre guillemets, donc des prêts de l'ordre de 10 à 50 000 euros. Vert, suivant certains critères, mais pratiquement type d'entreprise. Donc on va travailler beaucoup sur le domaine de l'éclairage, de la motorisation, froid, chauffage, etc. Parallèle de ces prêts éco-énergie, il y a donc, on reboucle avec les projets ADEME, éventuellement des bouquets de travaux, qui pourraient, dans le cas de rénovation énergétique, de contribuer à des financements ou des aides pour mettre en place ce type de projet. Dans les banques et investisseurs, il y a un dispositif qui est le CDP, Carbon Disclosure Project, qui permet de valoriser son entreprise sur les marchés. C'est une association, c'est non lucratif, qui propose aux entreprises, entre guillemets, de communiquer sur ses résultats d'émissions, mais surtout sur la façon dont elle prend en compte les phénomènes d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc elle met ça en valeur. 5000 entreprises aujourd'hui, donc de par le monde, mesurent et publient via le CDP leurs émissions. Donc c'est, comment dire, cette prise de conscience-là les fait être reconnue par un certain nombre d'investisseurs. D'abord, le système est reconnu de manière, donc est reconnu comme quelque chose d'extra-financier relativement fiable. Donc, le CDP collecte à destination des gens qui veulent investir des informations sur les entreprises, entre guillemets, vertueuses. Il y a 80 billions de dollars de disponibles, il y a 700 investisseurs qui sont intéressés. Ça permet aussi de lever des fonds. Vous avez mis en place des bonnes pratiques parce que vous avez compris qu'il fallait adapter et atténuer le changement climatique. Et puis à titre indicatif, dans ces entreprises-là, 60% grosso modo des actions de réduction, un temps de retour sur investissement de l'ordre de 3 ans. On va poursuivre sur les contrats de performance énergétique, donc là qui lie souvent un prestataire avec les travaux qu'il engage pour le compte de tiers. Par exemple, c'est assez adapté pour les collectivités territoriales où on a un patrimoine immobilier assez important, forte intensité énergétique. Le prestataire, par exemple, en charge des prestations d'accompagnement de chauffage, de gestion du chauffage pour une collectivité, prend en charge les coûts d'investissement, en cas d'une offre de travaux, exploitation, maintenance. Il peut intervenir sur le système de production de chaud, de froid, de distribution, de régulation de chauffage, de clim, de chaude sanitaire. Donc c'est ce qu'on appelle les contrats de performance énergétique. On fait porter l'investissement par un tiers. Ça rejoint, mais dans une autre mesure, le tiers financement, où aujourd'hui la région, mais d'autres régions notamment, réfléchissent à la mise en place de sociétés d'économie mixte ou de sociétés publiques locales. Rien notamment avec le secteur bancaire et les grands opérateurs régionaux, et notamment aussi la Caisse des dépôts. Déploiement de structures de tiers financement où les investissements seraient portés par cette structure de tiers financement. Et donc les propriétaires des logements ne seraient pas impactés directement par ces investissements. Ce système de tiers financement se rémunérerait sur les économies d'énergie réalisées. Le Nord-Pas-de-Calais, a priori, le déploiement est en cours de cette plateforme, mais j'ai pas plus d'informations sur le timing. Aujourd'hui, elle existe au travers du service public de l'efficacité énergétique.
Et une des plus anciennes, c'est celle d'Île-de-France, qui s'appelle Énergie Positive, qui contribue notamment à la rénovation de plusieurs logements. Donc ça, c'est plutôt adossé au plan 100 000 logements notamment. Après, on va, pour pouvoir déclencher effectivement un certain nombre de financements, on va raisonner sur son temps de retour sur investissement. Vaste sujet. Je dirais qu'aujourd'hui, l'approche de raisonnement en coût global permet d'allonger le temps des décisions d'investissement. Et pourquoi pas, ça peut se faire aussi en rénovant ses partenariats financiers et bancaires. On a notamment essayé de monter une journée technique sur financement éthique à la BCC et de favoriser la valeur immatérielle de son entreprise, de revoir, on l'a déjà évoqué, son modèle économique. Ces raisonnements coûts globaux permettent aussi d'améliorer son image et d'attirer de nouveaux donneurs d'ordre, maintenir ou de développer l'attractivité d'un territoire ou d'attirer des investisseurs. Donc justement, il y aurait un projet de mise en relation début 2015 entre la plateforme des GES et investisseurs. Et on a parlé du CDP. Il faut savoir que justement, l'ADEME travaille actuellement sur le secteur financier et notamment en y ajoutant un critère carbone. Ici, dans ce domaine du retour sur investissement, il y a tous les bénéfices liés à l'éco-conception de produits. Là, il y a un lien sur lequel vous pouvez aller télécharger un certain nombre de données sur l'éco-conception. Un autre volet de financement de vos actions, c'est la taxe carbone en autofinancement. Ce serait de créer une taxe interne, autofinancer vos actions. Donc là, je dirais que c'est plutôt une boucle vertueuse. Interne permet de financer les nouveaux projets qui eux-mêmes vont réduire les coûts de fonctionnement. Donc on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant. L'intérêt aussi de cette identification en interne, c'est de pouvoir lui donner un coût, de manière à pouvoir vraiment identifier, quantifier les économies réalisées venant de l'action carbone et non pas d'un effet crise ou d'une baisse des ventes ou autre économie liée à l'environnement, mais bien à l'action de l'entreprise et à son analyse d'efficacité. Ensuite, on a tous les nouveaux dispositifs, alors avec beaucoup de réserves effectivement sur ces déclenchements de fonds liés donc à la transition énergétique. Donc on a effectivement le fonds chaleur de l'ADEME qui a priori devrait être doublé, les prêts de la Banque publique d'investissement, le financement des énergies renouvelables. Donc il y a un fonds national de transition énergétique transverse qui devrait être doté sur 3 ans de 1,5 milliard d'euros. On a donc 5 milliards d'euros pour les collectivités avec les prêts de transition énergétique et notamment donc un taux à 2% remboursable entre 20 et 40 ans pour les BPOS et la rénovation énergétique des bâtiments, les transports propres et les projets ENR. De même manière, la Banque européenne d'investissement devrait ouvrir une enveloppe à destination de la rénovation des collèges. On en a parlé ce matin dans les projets de cette loi de transition pour la croissance verte, donc un appel à projet de l'État pour 200 territoires à énergie positive avec un fonds associé de 150 millions d'euros. Puis également donc ce projet d'ouvrir 1500 méthaniseurs avec un appel de fonds de 100 millions d'euros. On a également une dotation pour création d'obligations vertes, mais ça j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. Permettrait effectivement de verdir un certain nombre d'investissements. Puis le fonds de garantie, donc qui est piloté par la BPI, devrait être ouvert de manière à permettre aux PME de les aider à s'engager dans des travaux de rénovation. Pour terminer sur ce volet de financement, donc on en a parlé rapidement ce matin, mais c'est un domaine de financement qui émerge aujourd'hui très clairement à la fois en région mais au niveau national également. Donc ça s'appelle le crowdfunding. Donc c'est vraiment un mode de financement qui était intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une relation directe entre le vendeur du bien et le consommateur ou l'usager de celui-ci. Ça peut être vraiment réalisé donc sous forme de dons, de prêts, de récompenses, d'investissements. Là, ça se passe souvent sur des plateformes internet. Par exemple, ça peut être la réalisation d'un gîte et puis la personne offre 2-3 nuits
si on investit dans le projet, par exemple, en termes de participation à la récompense. Très fort développement depuis ces dernières années et ça permet effectivement de développer des projets vraiment innovants. C'est vraiment un mode de financement qui a été privilégié pour les projets TRI notamment. Donc il y a une plateforme dans le cadre de cette troisième révolution industrielle qui s'est ouverte, qui est le crowdfunding pour la région Nord-Pas-de-Calais. Vous avez aussi tous les clubs CIGAL qui permettent donc de favoriser des projets notamment dans le domaine des ENR, etc. Voilà, juste pour conclure, ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est que c'est pas évident de financer ces plans d'action de réduction aujourd'hui, mais c'est possible. C'est possible à l'externe avec effectivement une refonte profonde des différents dispositifs de financement au travers de cette nouvelle loi de transition. À l'interne, en matérialisant les coûts de l'inaction, raisonnant plus en coût global avec une vision à plus long terme de ces projets, en valorisant économiquement chaque action du plan de réduction, en lui donnant un coût de la tonne économisée. Je vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir passer à la suite.